Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité, l'élection présidentielle en Zambie. 11 candidats sont en lice pour ce scrutin destiné à élire le remplaçant de feu Michael Sata. Inauguration hier d'un centre de traitement des soignants atteints par le virus Ebola en Guinée. Il s'agit d'une œuvre de l'armée française. Et puis la Banque africaine de développement affiche ses ambitions pour l'année 2015. C'est à la faveur d'une conférence de presse qui a eu lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À nouveau bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons ce journal par la Zambie. Les électeurs ont commencé dès ce matin à voter pour désigner le remplaçant de feu, le président Michael Sata, décédé en octobre 2014. C'est dans le cadre d'un scrutin ouvert qui pourrait déboucher, fait exceptionnel en Afrique, sur la troisième alternance démocratique depuis l'indépendance du pays. Le vainqueur élu à la majorité simple dirigera la Zambie jusqu'en septembre 2016, date de la fin du mandat de 5 ans que n'a pu achever Michael Sata. Ils sont 5,2 millions d'électeurs zambiens appelés aux urnes ce mardi pour donner un successeur au président défunt Michael Sata. Deux personnalités se détachent parmi les 11 candidats en lice. Le ministre de la Défense, Edgar Lungu, un juriste de 58 ans, qui défend les couleurs du Front patriotique, le parti de Michael Sata. Face à lui, Hakainde Hichilema, candidat pour la 4e fois à 52 ans, est le candidat du Parti de l'Unité pour le développement national. Le premier est dit humble, proche du peuple mais peu charismatique, tandis que le second est un riche homme d'affaires qui a profité des déchirements du mouvement pour une démocratie multipartite de Rupia Banda, l'ancien président battu par Michael Sata en 2011. Les deux principaux candidats sont partisans de l'économie de marché et promettent de lutter contre la pauvreté en attirant les investisseurs et en créant des emplois alors que plus de 60% de la population vivent avec moins de $2 par jour. En l'absence de sondage, les analystes estiment cependant que le candidat de l'opposition a toutes ses chances si le scrutin n'est pas truqué. La perspective d'une victoire de l'opposition a d'ailleurs forcé le Front patriotique au pouvoir à serrer les rangs alors qu'il était profondément déchiré. Les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures. Élection encore cette fois-ci au Nigeria. Muhammadu Buhari, principal candidat de l'opposition à la présidentielle, était en campagne à Kaduna, dans le centre-nord du pays. L'ex-général promet d'étudier la stratégie adéquate pour lutter contre Boko Haram s'il était élu. Le groupe islamiste armé Boko Haram s'invite dans la campagne présidentielle au Nigeria. Pour le candidat Muhammadu Buhari, le sujet mérite une attention particulière. Quand nous serons au gouvernement, nous devrons étudier attentivement la question. Le Cameroun s'en sort très bien, mieux que le Nigeria, selon nos informations. Nous devons prendre le temps d'étudier l'ensemble du problème et décider comment le solutionner. Trouver une solution définitive au problème Boko Haram, c'est aussi ce que les électeurs de Kaduna attendent de leur futur président. Ils espèrent aussi voir leurs besoins quotidiens comblés si le candidat Muhammadu Buhari était élu. Nous avons besoin d'écoles et de changements au Nigeria à cause de Boko Haram. Il nous faut des écoles, de l'eau, de l'électricité, de la nourriture, du travail, tout ça. Nous en avons besoin. S'il est élu président, nous voulons que Buhari relance le secteur agricole afin que chacun puisse avoir la possibilité de pratiquer l'agriculture. Muhammadu Buhari, 112 ans, est le principal rival du président nigérian Goodluck Jonathan à la présidentielle du 14 février. Candidat du Congrès progressiste APC, ce général à la retraite se présente pour la 4e fois à ce scrutin.
Rendons-nous maintenant en République démocratique du Congo. 4 personnes au moins, dont 2 policiers, ont été tuées lundi à Kinshasa, la capitale. C'était lors de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants hostiles au projet de loi électorale en cours d'examen. Un projet qui pourrait entraîner le report des élections et une rallonge du mandat du président Joseph Kabila. Selon le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende, 2 policiers ont été tués par balle ainsi que 2 pilleurs. Une dizaine de personnes blessées par balle ont aussi été admises dans les hôpitaux. La police a été instruite d'appliquer la loi congolaise, tout simplement. On peut manifester partout, à condition de le faire bien sûr en coordination avec l'autorité municipale et la police, mais même avec cette coordination, il est interdit en droit congolais de manifester dans les zones que l'on appelle les zones neutralisées. C'est le palais du président, c'est l'hôtel du gouvernement, c'est le siège du Parlement. Ces violences ont eu lieu dans plusieurs quartiers de la capitale Kinshasa, où plusieurs pillages ont été commis alors qu'un collectif d'opposants avait appelé la population de la ville à occuper massivement le Parlement pour protester contre le projet de loi électorale en cours d'examen. Ce texte qui lie la tenue des prochaines élections présidentielles et législatives censées avoir lieu en 2016 est susceptible d'entraîner un report de ces scrutins et de permettre au président Joseph Kabila, à la tête du pays depuis 2001, de se maintenir au pouvoir au-delà de la fin de son mandat. Nous voulons dire carrément à ceux qui nous dirigent déjà par défi qu'ils doivent retirer cette loi. Et dans les 90 jours qui précèdent la fin du mandat de Joseph Kabila, les élections doivent être convoquées. À défaut de ne pas le faire, le peuple va se prendre en charge. En 2016, Kabila ne doit pas postuler pour la présidentielle. Il doit laisser la place à Moïse Katumbi pour gouverner le pays. Jusqu'en milieu d'après-midi, les échauffourées ont opposé plusieurs groupes de jeunes et la police à coups de pierre et de gaz lacrymogène dans divers quartiers populaires de la capitale, dont plusieurs axes ont été coupés par des barrages de pneus enflammés. Ces violences se tenaient alors que le président Joseph Kabila recevait son homologue angolais José Eduardo dos Santos à l'occasion de la signature d'accords de coopération économique. Le calme était revenu dans la capitale Kinshasa à la tombée de la nuit. Ajoutons que ce mardi, des affrontements ont encore eu lieu à Kinshasa entre forces de l'ordre et jeunes opposés au président Joseph Kabila. Par ailleurs, les opérateurs de télécommunications soutiennent que les autorités congolaises ont ordonné ce mardi de couper Internet à Kinshasa. Au Kenya, la police a tiré lundi des gaz lacrymogènes sur des écoliers à Nairobi. Ces derniers protestèrent contre l'accaparement d'une partie du terrain de leur école par un projet immobilier. Les détails dans ce reportage. Ces écoliers, accompagnés de quelques parents et militants, protestent ainsi contre l'accaparement d'une partie du terrain de leur école. Pour manifester leur colère, ils démolissent le muret construit pour isoler la partie du terrain disputée. Une quarantaine de policiers répliquent en usant de gaz lacrymogène et de matraques. C'est la débandade dans le rang des manifestants. Bilan de l'incident, 5 enfants et 1 policier blessé et 2 adultes appréhendés selon les médias locaux. Un bilan différent de celui de la police. Je ne sais pas si des enfants ont été blessés, mais lorsqu'ils ont poussé le mur, on ne peut exclure qu'ils se soient blessés à ce moment-là. Nous avons des officiers qui ont été blessés par ces mêmes enfants. Pour les responsables du ministère de l'Aménagement des Terres, force doit rester à la loi. Le domaine public ne saurait être bradé. Si c'est un terrain public et qu'il appartient à l'école, il doit être rendu à l'école. Et nous devons également comprendre qui sont ces gens qui veulent prendre un terrain public. Vivement donc que la lumière soit faite sur cette affaire. En Centrafrique, les enseignants qui observaient une grève de 3 jours
Depuis le début de la semaine dernière, ont décidé de reprendre le chemin des cours. Cette décision a été prise au cours d'une assemblée générale houleuse samedi dernier. Le limogeage vendredi de la ministre de l'Éducation nationale a sans doute influencé en partie la décision des syndicats de suspendre leur mouvement. C'est un reportage de Hubert-Marie Djamani, le correspondant de Sika TV à Bangui. Vous et nous. Après 3 jours de grève, les enseignants du Fondamental 2 se sont réunis samedi pour faire une évaluation de leur mouvement. Le premier point, c'est le problème du rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national pour nous permettre de bien exercer notre métier. Au niveau de la transition actuelle, là, nous avons eu 3 mois d'arriérés de salaire, alors que beaucoup d'enseignants sont démunis. Il y en a qui ont perdu leur maison, tous leurs effets et sont endettés. Il y avait un problème avec notre ministre, la ministre de l'Éducation nationale, qui a rompu tout dialogue avec les partenaires que nous sommes. Vendredi soir, la ministre de l'Éducation nationale a été limogée. Cette décision est perçue par les enseignants comme un geste de bonne volonté du gouvernement. Ils ont donc décidé de suspendre la grève et en appellent à la communauté internationale pour le désarmement des groupes armés. Comment pouvez-vous imaginer que toutes les forces militaires du monde se retrouvent dans un petit pays et qu'ils ne soient pas en mesure de désarmer un petit point de la ville de Bangui que nous appelons km 5. Vous trouvez ça normal? Est-ce qu'il y a du sérieux dans le comportement des forces des Nations Unies? Une autre assemblée générale est prévue samedi prochain. Si rien n'est fait d'ici là, les enseignants promettent de durcir leur mouvement. Parlons à présent de la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Guinée. Le centre de traitement des soignants construit et géré par l'armée française à l'aéroport de Conakry a été inauguré lundi. Reportage. La France, dès les premières heures de l'épidémie d'Ebola, n'est pas restée en marge des mobilisations pour apporter une réponse adaptée à cette crise. C'est donc dans la suite de son implication qu'un centre de traitement pour les soignants vient d'être installé et mis en œuvre à Conakry en soutien à l'action du personnel soignant. Le rôle de ce centre est de prendre en charge les soignants guinéens et ceux de toute autre nationalité amenés à œuvrer dans la lutte contre le virus Ebola dans le pays. Malheureusement, même si effectivement l'épidémie a tendance à baisser en Guinée, il existe tous les jours, aujourd'hui encore, des soignants, peut-être moins dans les centres de traitement Ebola, mais du secteur public et privé qui aujourd'hui s'infectent par le virus. Si tant est même qu'il n'en reste plus qu'un, je crois que le centre de traitement des soignants a toute sa raison d'être ici en Guinée afin de pouvoir donner une réassurance à l'ensemble des personnels soignants qui ont donné un lourd tribut à cette épidémie contre Ebola, avec près de 100 morts. Composé d'une unité de traitement Ebola pour la prise en charge, d'une unité médicale de transit avec capacité d'hospitalisation médicale, d'une pharmacie et d'un laboratoire, ce centre apporte une plus-value de dépistage, de diagnostic et de traitement. Une centaine de militaires français seront déployés pour son fonctionnement, incluant plus d'une 60aine de personnels médicaux et paramédicaux issus du service de santé des armées. Et maintenant, les nouvelles de la Banque africaine de développement. En 2003, au moment où cette banque quittait Abidjan, le volume annuel total de ses opérations était de 3,6 millions de dollars US. Aujourd'hui, après 11 années d'exercice, ce volume avoisine les 8 milliards de dollars. Un accroissement à la mesure des attentes d'une Afrique émergente. Au cours d'un déjeuner avec les diplomates des pays accrédités et en présence de la presse, le président de la BAD a présenté ses perspectives pour l'année 2015. Le point. Contrairement à la messe du football africain qui n'a point connu de report et dont le Maroc seul en a fait les frais, la célébration du 50e anniversaire de la Banque africaine de développement cherche encore date pour cause d'Ebola. Dans la lutte contre cette épidémie, la Banque africaine a investi près de 220 millions de dollars au titre de l'année 2014. Réunis à Abidjan au cours du déjeuner annuel de l'institution, en présence de diplomates et de la presse, Donald Kaberuka a souligné les avancées positives de sa gestion. J'irai même plus loin pour dire que les perspectives seraient encore meilleures si des progrès plus rapides étaient réalisés dans 3 domaines. L'intégration de l'Afrique, le marché unique africain, la question des barrières non tarifaires,
et notre mode de financement des infrastructures. En 2003, pour des raisons de sécurité et de stabilité politique, le siège de l'institution avait été délocalisé à Tunis. Depuis l'année dernière, le retour de la BAD sur le bord de la lagune Ébrié est une réalité. La Côte d'Ivoire, qui connaît un sursaut économique depuis quelques années, a souligné qu'Aberouka est à cheval sur le développement dans un continent dont les prévisions de croissance sont estimées à 7% en 2015. En mai 2015, au cours des assemblées annuelles de la BAD à Abidjan, le Burundais Donald Kaberuka cédera son fauteuil après 9 années d'exercice à la tête de la banque. Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à Sika TV. Au revoir.